Bonjour chers élèves, dans cette capsule vidéo, on va continuer de parler de la reproduction sexuée chez les gymnospermes, plus précisément la pollinisation, l'abr et la germination des graines, après leur formation bien sûr. L'abr wa inbat al-budar. Commençons par la pollinisation. La pollinisation ou l'abr suivi de la germination du pollen, inbat حبوب اللقاح et la formation du tube pollinique. Quand les cônes mâles sont mûrs, leur sac pollinique s'ouvre longitudinalement. Nous avons déjà vu que chaque écaille de ces cônes porte sur sa partie inférieure deux sacs polliniques. L'ouverture de ces sacs permet la libération des graines de pollen qui vont être disséminées et dispersées par le vent. Et grâce à ces ballonnets qui existent chez les graines de pollen des gymnospermes. Après la dissémination et leur arrivée, elles tombent sur le micropyle du gamétophyte femelle. L'arrivée au sommet de ce micropyle, les graines de pollen trouvent les conditions, surtout l'humidité, qui permettent leur germination et l'élongation des tubes polliniques qui entrent dans le nucelle, le jouéisa. Et cette opération prend généralement plusieurs semaines et s'étale sur 2 ans. Il commence la première année, puis il s'arrête pour continuer la deuxième année pour avoir ce tube pollinique qui est le résultat de l'excroissance, de l'élongation de la cellule végétative. On voit ici le noyau de la cellule végétative suivi de deux entérozoïdes qui sont le résultat de la division du noyau de la cellule reproductrice ou bien génératrice. Comme nous avons déjà cité, la germination du grain de pollen s'étale sur 2 ans successifs avec un arrêt pendant l'hiver de la première année. Durant la première année, les graines de pollen disséminées par le vent pénètrent entre les écailles écartées, ouvertes des cônes femelles. تيطيحوا ما بين داك الحراشف ديال المخارط الأنثوية اللي تتكون مازال صغيرة. Ils sont captés par un liquide sécrété par le nucelle des ovules. Le jouéisa, il sécrète un liquide visqueux qui empiège les grains de pollen. Après la pollinisation, les écailles femelles se ferment et se durcissent, et les grains de pollen commencent à germer en formant un tube pollinique à partir de la cellule végétative, l'excroissance ou bien l'élongation cytoplasmique de la cellule végétative. Alors que les deux cellules protaliennes, des cellules stériles, elles finissent par dégénérer car elles n'ont aucun rôle dans la reproduction chez ces plantes. Le printemps de la deuxième année, le tube pollinique reprend sa croissance après une hibernation. Il reprend sa croissance et s'allonge vers l'archégone ou hamilet al-bouyeda et pénètre à travers le nucelle, le jouéisa, jusqu'à l'arrivée à une oosphère parmi les deux oosphères normalement qui se trouvent sous chaque écaille. La cellule reproductrice se divise, donnant naissance à deux entérozoïdes. Les entérozoïdes, ce sont les gamètes mâles ou bien les spermatozoïdes. L'arrivée des entérozoïdes et leur libération auprès de l'oosphère déclenche la fécondation, l'ersab, qui va être suivie par la formation de la graine, tashakul al-badra. Commençons par la fécondation. Bien sûr, la fécondation suit la pollinisation et la germination du pollen. On constate ici l'arrivée du grain de pollen, sa pénétration à travers le micropyle et la germination du tube pollinique, la formation de cette élongation qui représente le tube pollinique au niveau du
nucelle. Bon, ici, vous avez un protal femelle ou la hamilat al-amshaj al-unsawiya qui va se développer en parallèle à la pollinisation. Bon, finissons par arriver à l'oosphère. Le tube pollinique libère deux entérozoïdes, deux gamètes mâles. Mais reste à signaler que chez les gymnospermes, pas question de parler de la double fécondation, même si la libération de deux entérozoïdes. L'un de ces deux entérozoïdes arrive à féconder l'oosphère, le gamète femelle bien sûr, qui devient un zygote. Le zygote, c'est-à-dire un œuf, deux indices diploïdes. Et l'autre dégénère, le deuxième entérozoïde, qui est car elle n'a pas encore un rôle à accomplir. Dans quelques cas, on peut assister à plusieurs oosphères fécondées en même temps, mais ça arrive rarement. Bon, ce zygote qui résulte de la fécondation, elle va se développer au sein du gamétophyte femelle et va donner un embryon, comme il est représenté ici. Ce développement inclut deux phénomènes que vous connaissez déjà. La première, c'est la mitose. Plusieurs mitoses, plusieurs divisions pour multiplier le nombre des cellules. En parallèle, on assiste à une différenciation, tafriq. C'est la qualification des cellules du point de vue structure et rôle pour obtenir une nouvelle forme qui est l'embryon. L'embryon, ou le janine, c'est celui-là, porté par un suspenseur, ou had hamil, qui porte cet embryon. L'embryon va se développer encore. Bien sûr, il est formé de radicules, une petite racine, de tigelles, une petite tige, judair ou souaïq, en plus de la gémule et l'endosperme, qui enferme les réserves alimentaires pour cet embryon. L'embryon, c'est celui-là. Ici, vous avez une radicule, la tigelle et les cotylédons en forme de feuillet, ou bien une forme primaire des feuilles. La membrane va durcir, pour donner un tégument solide, salba, qui protège l'embryon, et ainsi ce dernier va entrer dans une vie ralentie en attendant qu'il trouve les conditions favorables pour la germination de la graine. Passons par parler de cette étape, la germination de la graine. Vous avez ici une illustration de la composition de la graine. Graine en coupe longitudinale, l'embryon formé de radicules, tigelles et cotylédons, représentés en vert, le tégument qui le protège et l'endosperme qui contient les réserves. En plus d'un aile, le janah, caractéristique des gymnospermes, surtout des conifères, qui permet la dissémination de la graine par le vent. Ces graines sont portées sur la face supérieure de l'écaille femelle appelée écaille ovulifère, car elle porte des ovules. Et ici, ce sont les ailes. Les graines
liées à des ailes. Chaque graine est liée à un aile qui va favoriser sa dissémination par le vent. Bon, cette graine, quand elle trouve les conditions favorables de la germination, elle va germer selon les mêmes étapes étudiées chez les angiospermes, c'est-à-dire l'absorption de l'eau qui imbibe les téguments, ce qui déclenche des transformations métaboliques, des réactions chimiques qui permettent la dégradation, bien la digestion des réserves nutritives et la libération de l'énergie nécessaire pour le développement des cellules pour aboutir à une plantule. La plantule composée de radicules qui s'enfoncent dans le sol pour fixer la plante, et la tigelle qui surgit à travers le sol pour étaler les feuilles qui vont commencer par faire la photosynthèse, ce qui donne à la plante une autonomie. Bon, la petite radicule ici, la tigelle et les feuilles en forme d'aiguille. Conclusion. Le cycle de développement des gymnospermes. Bon, ce schéma représente le cycle de développement d'un conifère, un gymnosperme. Ce qui est demandé, c'est de schématiser le cycle et de le classer du point de vue dominance des phases haploïdes et diploïdes. Bon, le schéma récapitule tout ce que vous avez vu pendant les étapes de la reproduction de ces plantes. Vous avez ici un arbre de conifères qui représente le sporophyte, un nabat al-bouri, qui porte les cônes, un cône mâle et un cône femelle. Chaque cône permet de former les gamètes à travers le phénomène essentiel, c'est la méiose, aboutissant à la formation du gamète femelle ou bien l'oosphère et le gamétophyte mâle ou bien le pollen qui va donner le gamète. Les gamètes, ce sont les entérozoïdes qui vont résulter bien sûr de la division de la cellule reproductrice. Après la méiose, vous avez la fécondation, la fusion des deux gamètes mâles et femelles pour chaque archégone pour donner deux embryons. Donc l'écaille porte deux embryons. Ces embryons vont se développer entre les écailles pour donner les graines. La graine va germer quand elle va trouver les conditions nécessaires pour ça. Le résultat, on assiste à la présence de deux phases. La phase haploïde, ou bien l'haplophase, représentée par le gamétophyte mâle et femelle, et les gamètes. Et une phase diploïde, ou bien la diplophase, représentée par l'œuf qui résulte de la fécondation, et le spermatophyte, ou nabat al-bouri. Nabat al-mashiji gamétophyte, nabat al-bouri sporophyte. On peut schématiser ce cycle comme suivant. Le sporophyte 2N diploïde qui représente la diplophase et le gamétophyte qui représente l'haplophase. Bien sûr, ça se voit clairement une dominance de la diplophase. Et on parle d'un cycle digénique, c'est-à-dire elle comprend deux phases, la haploïde et diploïde, et avec une dominance de la diplophase.
c'est tout pour cette séance. Je vous souhaite bon courage.